Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Alors on se retrouve cette semaine pour un nouveau numéro. Merci aux téléspectateurs pour leurs commentaires et leurs retours sur cette nouvelle formule, visiblement qui vous plaît. On va faire la place au sommaire désormais et on va commencer avec l'image du jour. C'est Emmanuel Macron et Xi Jinping avec son passage en Chine, mais on reviendra aussi sur sa position diplomatique vis-à-vis de Taïwan qui a posé des petits problèmes. On continuera avec un dossier sur le reportage d'Élise Lucet, enquête spéciale à Callac, la bataille de Callac. Et nous verrons un peu la désinformation qu'elle a pu produire dans ce reportage financé par vos impôts. Et puis, on continuera bien sûr avec les pastilles de l'info. Mais avant cela, eh bien, ce sera la météo de l'info par vous, Jean-Yves, avec un vent un peu violent pour Emmanuel Macron, comme on va le voir. Vent violent pour Emmanuel Macron, vent absolument. Violent, c'est ça. Oui. Alors, avis de tempête. Avis de tempête, oui. Carrément. Je vous le rappelle, bien sûr, vous connaissez ça par cœur, mais n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air, de nous laisser un commentaire et puis de partager cette vidéo aussi parce que c'est excellent pour l'algorithme et cela nous permet de réaliser de beaux scores sur YouTube qui sinon auraient tendance à nous camoufler quelque peu. Alors on compte sur vous. Le Nouvel Immédiat, c'est parti. La météo de l'info est à l'avis de tempête. Avis de tempête sur Emmanuel Macron. Il aime se réfugier à la lanterne pour boxer. Mais le punching ball aujourd'hui, c'est lui. La météo de l'info, c'est Taillot, suce au Macron. Macron est devenu le punching ball des Français et du monde. Il est détesté et moqué à l'étranger, les Néerlandais le chahutent, les Chinois écoutent ses objurgations sur l'Ukraine et la Russie sur le mode « cause toujours, tu m'intéresses ». Et les Américains le morigènent quand il fait mine de s'émanciper de leur tutelle à propos de Taïwan. Léchage, lâchage, lynchage, vous connaissez la règle des médias. Cette fois, le lâchage est net. De Libération à BFM TV. À quand le lynchage ? Quand les grands oligarques se décideront de débrancher Macron. Mais il faut pour cela qu'il lui trouve une alternative. Pas facile. La seule chose qui protège Macron aujourd'hui, c'est l'impasse politique dans laquelle se trouve la France. C'est explosif. Jean-Yves, on commence cette image du jour avec Macron qui serre la main de son homologue Xi Jinping en Chine lors de son voyage sur place. On voit un Macron qui tient des deux mains la main de son homologue qui lui est un peu en retrait quand même. Il est un peu en retrait, voilà. Oui, il n'a pas envie d'être papouillé, monsieur pas trop, Jinping. Ouais. C'est pas dans sa culture. De la maison. Non, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point pour commencer sur ce qu'il y a derrière cette photo de pogne? Alors, il y a eu deux choses, il y a eu deux séquences dans l'affaire les tribulations de Macron en Chine. Dans un premier temps, il a essayé de faire un peu la leçon sur l'Ukraine, en expliquant qu'il ne fallait surtout pas que les Chinois aident les Russes. Bon, les Chinois ont répondu un peu sur le mode « cause toujours, tu m'intéresses ». Ensuite, ils ont parlé un peu affaires, commerciales entre la France et la Chine. Et puis alors, en revenant, curieusement, après avoir quitté Xi Jinping, Macron a fait une déclaration qui a surpris sur Taïwan, puisqu'il a expliqué qu'au fond, Taïwan était une partie de la Chine, ou qu'en tout cas, il ne fallait pas faire du suivisme, je cite son propos, par rapport aux États-Unis, ce qui a évidemment choqué les belles âmes atlantistes. Exactement. Alors d'ailleurs, la revue de presse que je vais vous présenter tout de suite est assez significative de ce point de vue-là. On va commencer avec Le Figaro qui titre
tollé occidental après le faux pas d'Emmanuel Macron sur Taïwan. Le propos en sous-titre, c'est « L'Europe ne doit pas se laisser entraîner dans des crises qui ne sont pas les siennes », ce qui est assez ironique, mais on le verra ça avec vous, Jean-Yves, juste après. Libération, Emmanuel Macron met mal à l'aise les États-Unis avec ses propos sur Taïwan. La Maison-Blanche est contrainte de réagir. Contrainte. Le Figaro international, Taïwan, quand Emmanuel Macron sort de l'histoire, là encore, un titre très engagé, très fort de la part du Figaro. Le Point, c'est incompréhensible, malaise après les déclarations d'Emmanuel Macron sur Taïwan. Et il n'y a quasiment que RFI pour souligner que les Chinois sont très heureux de cette déclaration. À rebours du tollé occidental, Pékin loue les très bonnes idées de Macron sur Taïwan. Alors, Jean-Yves, ma question est la suivante. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de haine médiatique contre Macron ? Alors, en l'occurrence, la position des médias est totalement alignée sur la position américaine, et je dirais la position américaine actuelle. La position américaine actuelle, c'est quoi ? C'est qu'ils sont en train de faire de Taïwan une sorte d'île d'État indépendant, d'où les visites entre le gouvernement de Taïwan et certaines autorités américaines. Alors, c'est une nouveauté par rapport on peut dire, aux 50 dernières années, puisque vous savez que le général de Gaulle avait reconnu la Chine populaire, et donc les relations avec Taïwan étaient rompues, puisque la théorie aussi bien de Taïwan que de Pékin, c'est qu'il y a une seule Chine, avec deux gouvernements, un gouvernement communiste à Pékin et un gouvernement dit nationaliste à Formose. Et donc, on ne reconnaît qu'une seule Chine. Donc, en 1966, de Gaulle a reconnu une seule Chine, Pékin. Les Américains ont suivi quelques années plus tard, puisque Nixon s'est mis à son tour à reconnaître comme gouvernement de la Chine Pékin et a rompu avec Taïwan les relations d'État à État avec Taïwan. Ça a même été encore plus loin, puisque le siège de la Chine au Conseil de sécurité des Nations Unies, siège permanent de la Chine au Conseil de sécurité des Nations Unies, eh bien là, le gouvernement de Pékin a remplacé le gouvernement de Formose. Donc la thèse diplomatique classique, c'est qu'il n'y a qu'un seul État chinois et que cet État chinois est à Pékin. Donc Macron n'a fait que reprendre cela. Alors on nous dit, mais c'est un contretemps, puisqu'effectivement la logique occidentale aujourd'hui, la logique américaine, c'est au fond d'ériger en Formose en île indépendante du continent. Et donc il s'est heurté en déclarant cela à la position américaine, et c'est les Américains qui contrôlent assez largement, par des moyens indirects, par les oligarques, qui contrôlent les médias français, d'où le tollé. Eh bien, merci pour ce point géopolitique, Jean-Yves, parce que ça me paraît assez essentiel de comprendre toujours les intérêts des uns et des autres. Restez avec nous, chers téléspectateurs, on passe à notre dossier du jour. Notre dossier du jour, Jean-Yves, il va être focalisé sur un reportage d'envoyé spécial. Dévoyé spécial. Oui, on peut le dire, je crois. Dévoyé parce que bien spécial. évidemment, donc, cette première partie du reportage est consacrée à la ville de Callac. Et je vous propose de regarder tout de suite pour voir un petit peu la teneur du propos. Je vous l'annonce tout de suite, en raison de droits d'auteur, c'est une vidéo quand même de France Info. Nous ne pouvons absolument pas passer chaque petit extrait, donc on a dû faire une sélection des propos les plus significatifs. On regarde ça tout de suite. Alban, lui, est l'un des rares Calacois présents dans la manifestation. Qui je vois un petit peu de gens du canton, mais pas tant que ça. Il y a trop de politiques de droite extrême présentes et ça effraie. Si tu as des contacts avec des racistes et quand tu en dis du bien, tu es raciste. Il y a des postes vacants. Il y a plein de choses pour qu'on puisse accueillir. On a des commerces. On a des commerces pour les gens. Les gens sont pour ou contre majorité à Calac? On ne sait pas. Nous étions une petite collectivité. On n'était pas préparés à toutes ces machines de guerre que sont ces partis politiques d'extrême droite. Là. Monsieur, s'il vous plaît, en tant que citoyen, j'aimerais vous poser une question. Non, on n'a pas le droit, monsieur. Non, on n'a pas le droit. Il n'y a pas de suspension de séance. S'il vous plaît, vous sortez, monsieur, il n'y a pas de suspension de séance. Ce qu'on peut constater dans un premier temps sur la diffusion de ce reportage, c'est que le temps de parole est extrêmement pondéré. On a beaucoup de temps qui est laissé
au maire et à son adjoint qui s'appelle Monsieur Morcet, et pour dire que c'est un projet formidable, tandis que les opposants, eux, ne vont pas bénéficier d'interviews posées, ils ne vont être pris que dans des actions sous des angles dramatiques ou désagréables ou peu flatteurs du moins. Donc il y a déjà ce premier point-là, Jean-Yves, qui est fascinant dans ce travail d'Élise Lucet. Voilà, première désinformation. Deuxième désinformation, la désinformation par minoration. Parce que on nous dit que les manifestants sont venus de la France entière. C'est pas exact, ils sont venus de Bretagne, principalement du canton, et 15-20% de Calac même. Donc il y a une minoration de l'opération. Ensuite, on nous dit qu'il n'y avait pas 70 familles qui étaient attendues, 70 familles de migrants. Or, c'est bien ce qui était annoncé dans le projet initial. Donc, il y a véritablement une volonté de biaiser, de minorer la réalité. Et tout ça sans contrepartie, parce que qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son. Exactement. Alors le troisième point qui va être important aussi sur ce reportage, le troisième outil utilisé, j'allais dire, ça va être celui de l'émotion, bien évidemment. On voit ces propos de l'extrême droite, des gens pas comme moi, 75 emplois à pourvoir. Toujours l'émotion dans ce genre de reportage, c'est le combo gagnant, quoi. Voilà, et puis la quatrième désinformation, là on est carrément dans le bobard, puisque on nous fait dire, à un moment, on fait dire à un intervenant pro-migrant, est-ce qu'il y a une majorité pour ou contre l'arrivée de ces foyers à Calac ? Et le personnage répond, on ne sait pas. Or, s'il y a bien quelque chose qu'on sait, c'est cela, puisque le maire lui-même a dit « mais je ne peux pas faire de référendum, parce que si je fais un référendum, 80% des Calacois vont voter contre ». Et ensuite, il a dit « je ne peux pas accueillir le projet que je voulais accueillir, car si c'est le cas, je vais être renversé, et c'est l'extrême droite qui va prendre la mairie ». Donc on sait très bien qu'il y avait une hostilité extrêmement majoritaire des Calacois au projet. Et là, finalement, dans le reportage, on explique que c'était plutôt plus compliqué que ça, etc. Voilà. Comme d'habitude. En plus, le personnage que vous citez qui est pro-migrant, c'est Guy Joncourt dans le reportage, qui est un personnage qui est totalement aviné. Et ça, évidemment, il n'y a pas d'attaque. Moi, je suis peut-être dure. Oui, oh là là, oui. Je suis peut-être dure. En tout cas, si vous voulez bien, on va continuer sur cet envoyé spécial qui est en plusieurs parties. Et la suite est totalement à l'avenant, puisqu'on va parler, bien sûr, d'euthanasie, le grand sujet à la mode en ce moment, et puis de la traversée des migrants de l'enfer vert du Panama. Et je vous propose d'écouter en conclusion les derniers propos d'Élise Lucet, qui interviewe le correspondant local d'envoyé spécial aux États-Unis devant la Maison-Blanche sur l'expérience qu'il a vécue. Comment ils les voient, les Américains, ces migrants clandestins ? Parce qu'il s'agit bien d'immigration clandestine. Mais c'est exactement comme en France, comme en Europe. Les clandestins, oui, bien sûr, il y a des débats politiques dessus, mais toute la société tourne grâce à eux. Quand vous allez commander n'importe quoi, que ce soit au McDo, dans un restaurant, les personnes qui s'occupent de la voirie, de vos poubelles, ce sont des immigrés. Et ici, ce sont des latinos. Et donc les États-Unis ont besoin de cette population-là. Alors, chers amis, il faut savoir que c'est vous qui payez cette propagande immigrationniste, puisque nous sommes là sur une chaîne de service public, nous sommes sur France 2, c'est l'ancienne redevance, c'est aujourd'hui l'impôt qui finance cela. Au fond, vous payez pour voir détruit progressivement, envahi en tout cas, votre pays. Et Jean-Yves, n'oublions pas également que si jamais les téléspectateurs veulent en savoir plus sur Calac, on peut leur proposer de retrouver le livre de Bernard Germain, Calac, mère des batailles, qui décrit assez bien les événements, en tout cas mieux que ce reportage fort dévoyé, ma foi. Je vous propose, chers téléspectateurs, désormais de passer au pastis de l'info. On commence ces pastilles de l'information avec une grande occultation médiatique
dans un concert de Medine. Medine, vous savez, c'est ce chanteur qui avait sorti un album qui s'intitule Djihad, tout un programme déjà pour commencer, et qui, lors d'un concert à Agen, a donné une piñata à lyncher à son public. Une piñata avec quoi? Tenez-vous bien, 2 visages, celui de 2 élus du Rassemblement national. Et voici comment les médias font la couverture médiatique de cet événement. Alors, il y a 20 minutes qui parlent de ces piñatas à l'effigie d'élus RN qui ont été donnés à son public. Mais il y a Sud-Ouest qui reprend juste des propos. Merci Agen de ne pas vous être laissé intimider. Diaporama au Florida, concert du rappeur controversé Medine, ça c'était à la une du petitbleu.fr. Et un passage réussi au Florida pour le rappeur Medine. Voilà, donc finalement personne n'a trop vu ces piñatas passer, où le correspondant sur place n'était pas au courant et n'a pas vu le problème. Alors que le moindre tag sur une permanence d'un député Renaissance fait l'objet d'une indignation, d'une dépêche AFP d'abord, et d'une indignation générale, des actes de violence symbolique, on va dire, d'incitation à la violence contre des élus et contre une députée Rassemblement national. Les médias ont préféré titrer sur la polémique, en fait, parce que voilà, le Rassemblement national n'était pas tout à fait d'accord avec ce passage de Medine dans la salle du Florida. Pourquoi? Parce que ce concert était labellisé par une association pour le développement de l'expression musicale, l'ADEME, et donc ça leur posait problème, parce qu'en tant qu'élus, est tout à fait leur droit. Ça posait problème, parce que, encore une fois, c'est les subventions publiques. Donc on subventionne la désinformation de France 2, mais on subventionne aussi les rappeurs islamistes. Exactement. Tant qu'à faire. Donc bien évidemment, le Rassemblement national a produit un communiqué de presse et il ne compte pas laisser cette affaire sans suite. On continue, Jean-Yves, avec un rappeur. Il s'agit de Maître Gims. On écoute tout de suite les propos qu'il a tenus. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est le futur, vraiment, chez nous. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. À la suite de ces propos pour le moins polémiques, ou devrais-je dire complotiste, eh bien voilà comment la presse titre. Alors, Maître Gims enchaîne les inepties sur YouTube pour le Figaro. Maître Gims, une idée farfelue qui ne date pas d'hier. Maître Gims se prend pour un prof d'histoire. Les délires complotistes. Et là, enfin, on a le mot qui apparaît dans l'Indépendant. Sur RTL, Maître Gims se fait polémique. Et sur Le Parisien, il affirme que les pyramides servaient d'antenne. Une remise en cause dangereuse de l'histoire. Alors, le danger est pointé, mais quelqu'un qui tiendrait des propos aussi farfelus sur la Lune, ça passerait pas aussi bien. Alors, 2 choses sur les propos de cet historien. Exactement. Historien éminent. Bon, alors, effectivement, les Égyptiens n'avaient pas l'électricité, mais au demeurant, les Égyptiens n'étaient pas noirs non plus. Le peuple des pyramides, c'est un peuple blanc. Et maintenant qu'on procède à des études ADN des momies égyptiennes, on sait très bien que c'est une population finalement assez proche des populations européennes. Rien à voir avec les populations subsahariennes. Désolé pour M. Medine, désolé vraiment. Mais il n'avait pas l'électricité malgré tout. Oui, alors Nord Stream, on vous en a déjà parlé un certain nombre de fois. Vous savez qu'au début, on avait expliqué que c'était les Russes qui avaient fait sauter leur propre pipeline. C'est quand même un petit peu étonnant. Maintenant, petit à petit, la vérité se fait jour, ou en tout cas, l'absence de vérité se fait jour, puisque le New York Times, là, donc le grand journal américain, dit que les suspicions se multiplient autour du sabotage de Nord Stream. Et il déclare quand même, ce qui est assez intéressant, il n'est peut-être dans l'intérêt de personne d'en révéler davantage. Ce qui est à la limite quand même de la menace. Si, je ne sais pas moi, un juge ou un procureur d'un pays de la mer Baltique s'avisait de pointer du doigt d'autres groupes que les Russes,
peut-être qu'il finirait assez mal. Et alors, on a d'ailleurs cette déclaration qui conclut l'article. Qui vient d'un commandant naval et expert militaire danois. Les autorités sont-elles intéressées à dire qui a fait cela ? Il y a des raisons stratégiques pour ne pas révéler qui l'a fait. Voilà. Et il conclut, tant qu'il ne sorte rien de substantiel, nous sommes laissés dans l'ignorance comme il se doit. Voilà. Fermez les yeux, l'ignorance il n'y a rien à voir, est la mère de la prudence sur l'affaire Nord Stream. En tout cas, il y a quelqu'un d'un peu moins prudent sur l'affaire Nord Stream, c'est Donald Trump qui a été interrogé sur qui est responsable du sabotage. Et lui, il a une réponse assez claire. Ce n'est pas la Russie. Je vous propose d'écouter le propos. Il était interviewé par Tucker Carlson. I can tell you who it wasn't was Russia. How about when they blamed Russia? You know, they said Russia blew up their own pipeline. You got a kick out of that one too. It wasn't Russia. La pub de la semaine, ou du moins celle qui a fait beaucoup de bruit, c'est bien sûr celle qui concerne Barilla. Alors Jean-Yves, j'ai une grande question à vous poser. Comment est-ce que vous faites vos carbos ? Je ne fais pas de carbo, je fais des pâtes au pesto. Bon, en tout cas, ça ne décevra pas nos amis italiens qui auraient été scandalisés si vous aviez dit que vous les faisiez à la crème fraîche. Mais tout de même, dans la publicité de Barilla, eh bien, la cuisine italienne a été jugée discriminatoire. On écoute ça tout de suite. Ma io questa non la posso mangiare. Tranquillo Gabriele, oggi la puoi mangiare. È buona. È buonissima. Mi sa che l'ha fatta mio papà. Food should be something that a bridge between people. It should not be dividing people. Alors Jean-Yves, voilà la nouvelle recette des pâtes carbonara inclusives. C'est spaghettis sans gluten, très important, céleri, flocons de soja, poivre, huile d'olive, safran, pommes de terre. Voilà, et la phrase qu'il faut retenir, c'est que le monde devient plus inclusif et que la nourriture aussi devrait l'être, le tout avec des enfants. C'est merveilleux. Alors, c'est un monde totalitaire, puisqu'on veut contrôler tous les aspects de la vie, y compris la cuisine, qui est importante, c'est vrai. Et on voit très bien la connexion entre le monde de la publicité et le monde de la propagande, qui sont en quelque sorte en fusion. Alors, qu'est-ce qu'on fait des pâtes Barilla, Jean-Yves ? Qu'est-ce qu'on fait des pâtes Barilla ? Eh bien, on va vous montrer ce qu'il faut faire des pâtes Barilla. Voilà, je pense que les spectateurs auront compris. Retour sur Elon Musk, encore Jean-Yves, cette semaine, puisqu'il travaille sur un projet d'intelligence artificielle pour Twitter. Alors, pour rappel, quand même, il avait signé une pétition avec des centaines de chercheurs. C'était un appel à faire des pauses dans les recherches sur l'intelligence artificielle de dernière génération, parce que ça peut poser des problèmes, évidemment. Il y avait notamment cette question qui était posée. Est-il souhaitable de développer des esprits non humains qui pourraient, au final, nous dépasser, en nombre, en intelligence, et donc finir par nous remplacer? Ce serait le grand remplacement par l'intelligence artificielle. Et en fait, Elon Musk, il faut savoir qu'il avait cofondé OpenAI en 2015, avant de quitter l'entreprise en 2018. Et que depuis, il est très critique de la société, parce qu'il dit qu'il entraîne l'intelligence artificielle à être woke et donc à mentir. Alors, je cite ses propos. Donc, je pense qu'Elon Musk va développer une intelligence artificielle anti-woke. Par exemple, alors, la vraie question, l'intelligence artificielle, si j'ai bien compris, parce que je ne suis pas du tout expert de ce sujet, ça consiste à mouliner un grand nombre de textes, un grand nombre d'informations. Il est évident que si les textes qu'on mouline sont woke, le résultat va être woke. Si le texte qu'on mouline n'est pas woke, le résultat sera un peu différent. La vraie question, malheureusement, je ne sais pas répondre. La vraie question, c'est l'esprit critique. Un esprit humain, il a l'esprit critique, il doit avoir l'esprit critique. Est-ce que l'intelligence artificielle, comment l'intelligence artificielle peut développer l'esprit critique? Moi, je ne sais pas. Peut-être que c'est possible, je ne sais pas. ChatGPT, en tout cas, qui sera donc l'un des principaux concurrents d'Elon Musk, lui nourrit totalement à des textes woke, comme vous le disiez. Mais si on lui demande, par exemple, des recettes pour fabriquer de la drogue, il ne répond pas. Donc, il y a un petit peu encore de blocage, de contrôle. Mais si jamais on libérait toutes les vannes, qui sait?
Notre idiot du village global pour cette semaine, eh bien, il s'agit de Bruce Toussaint, qui était l'invité de Quelle époque par Léa Salamé, le grand plateau, le grand ramdam, le grand entre-soi même, pourrait-on dire. Et il revenait sur un propos de Ragnar Le Breton, qui était passé sur ce même plateau et qui disait que si sa grand-mère regardait BFM, elle devenait raciste. Et donc lui, il a dit qu'il ne se satisfaisait pas du tout du fait que si on regarde BFM, on puisse se mettre à voter RN. Donc il y a un parallèle qui est fait, qui est quand même un peu problématique. Une assimilation qui est plus que problématique. Et puis, il y a un double... Alors, il y a beaucoup de problèmes dans tout ça. D'abord, il y a le côté, vous l'avez dit, Floriane, l'entre-soi. C'est-à-dire les journalistes interrogent de nouveaux journalistes, d'autres journalistes, plus exactement. Et ces journalistes disent, au fond, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut voter. Et ce Toussaint, ce gros Toussaint, j'allais dire, est quand même... un militant progressiste, très militant et très engagé. Il avait pris à partie Stanislas Rigaud, des jeunes avec Génération Z, au moment de l'affaire Lola. Il l'avait interrogé de manière extrêmement agressive. C'est indécent ce que vous faites. Indécent ce que vous faites. Il avait même donné il a même reçu, alors ça c'est assez plaisant, une leçon de démocratie de Macron, puisque Macron avait dit à un moment « je vais recevoir tous mes adversaires ». Et Toussaint lui avait dit ah bah quand même vous n'allez pas recevoir Zemmour, c'est pas possible quoi, voilà. Donc et Macron lui a donné une petite leçon de démocratie, ce qui est quand même assez pittoresque. On a le petit extrait vidéo d'ailleurs, je vous propose de regarder ça tout de suite. J'ai en mémoire quelques mots par exemple prononcés par Éric Zemmour à votre endroit, qui étaient comment dire, minimum dur, voire insultant. Ça m'a pas échappé. Mais si je veux rassembler, il faut écouter. Alors, il y a des gens avec qui vous avez écouté, ça veut pas dire que ça va être un grand n'importe quoi. Il y a des gens avec qui j'ai des positions qui ne sont pas réconciliables. Mais d'abord, le respect s'impose dans une démocratie. Edoui Plenel porte plainte contre Maïwenn Le Bosco pour une agression. Voilà, c'était la grande information people médiatique. Il a déposé une plainte le 7 mars dernier suite à une agression qui a eu lieu le 22 février dernier avec une femme qui était seule précédemment à une autre table qui surgit et qui lui saisit les cheveux avec violence, dit-il, et lui renverse la tête en arrière en esquissant un crachat sur son visage. Il a réussi à voir de qui il s'agissait, parce qu'elle est sortie très précipitamment du restaurant et personne n'a rien su faire, comme diraient nos amis belges. Et le journaliste a dit qu'il était très traumatisé par cette haine manifestée. Toutefois, l'acte a été sans conséquence sur le plan physique parce qu'il n'a pas eu de jour d'ITT, ce brave Edoui Plenel. Un commentaire peut-être sur cette agression. Il est pittoresque, ce brave Edoui Plenel. Voilà un militant révolutionnaire. Il a commencé à la LCR. Il est extrêmement... agressif vis-à-vis des gens qui ne pensent pas comme lui. Et là, il pleurniche parce qu'une femme l'a un peu houspillé. Il fait appel à la police et à la justice qu'il vilipende habituellement, et pour une chose dérisoire, puisque en matière de violence sur les personnes, le minimum qui permet commencer à prendre en considération l'affaire, c'est 3 jours d'ITT constatés par un médecin agréé. Là, il n'y a rien de tout ça. C'est une petite altercation et il pleurniche, le pauvre petit. Alors, vous allez avoir le portrait d'Edoui Plenel, d'ailleurs, réalisé par Claude Cholet et l'Observatoire des journalistes et de l'information médiatique, en fin de cette propre émission, donc vous allez pouvoir retrouver le bel Edoui. Et oui, restez avec nous, il faut être attentif jusqu'au bout dans Immédiat. On continue avec une information anglaise sur la BBC. BBC, donc Twitter a désigné comme une organisation de médias financée par le gouvernement. Alors, ça ne leur a pas plu du tout, parce que ça y est, Twitter met des petits labels en dessous des comptes qui ont la petite coche bleue. Ça fait partie des évolutions de Twitter. Et la BBC a déclaré immédiatement qu'il parlerait à Twitter pour résoudre ce problème dès que possible, puisque la BBC est et a toujours été indépendante et qu'ils estiment qu'ils sont financés majoritairement par le public britannique via les frais de licence. Alors, ils ont essayé de contacter Twitter très vite. Ils sont financés par les
contribuables britanniques. Exactement, par les contribuables. Comme France 2 est financée par les contribuables français. C'est à peu près le même principe. Exactement, donc c'est les Britanniques qui financent majoritairement cette chaîne. Et ils ont réussi à avoir une interview assez rapidement avec Elon Musk. Ça s'est passé dans les studios de Twitter. Je vous propose de regarder la vidéo de ce direct organisé un peu à la hâte, mais dans lequel Musk renverse le débat. Does the BBC hold itself at all responsible for misinformation regarding masking and side effects of vaccinations, and not reporting on that at all? And what about the fact that the BBC was put under pressure by the British government to change its editorial policy? Are you aware of that? This is not an interview about the BBC. Oh, you thought it wasn't? Voilà. Depuis, le label du compte Twitter de la BBC a été modifié en Publicly Funded Media, donc ça veut dire médias financés par le public. Et Elon Musk, au cours de cette même interview, a déclaré « Je sais que la BBC n'est généralement pas ravie d'être étiquetée comme un média d'État ». Donc on peut dire que cet entretien a été assez amusant. D'ailleurs, je vous propose de regarder tout de suite un article de la BBC suite à cette interview. Le patron de Twitter sur les licenciements, la désinformation et qui dort au bureau. Il fallait surtout pas dire que le journaliste s'était fait un peu ramasser la figure par Elon Musk. Jean-Yves, on approche de la fin de cette émission, c'est l'heure du coup de chapeau. Alors le coup de chapeau, c'est à la revue Liberté Politique, qui est une revue conservatrice, catholique et conservatrice, et qui fait un numéro très intéressant sur comprendre le terrorisme, et notamment sur l'éco-terrorisme, qui est une forme qui est sans doute appelée à se développer. Donc c'est vraiment à découvrir. Ça se lit en plus de manière très, très agréable. C'est une belle revue d'idées, dont le rédacteur en chef d'ailleurs est votre je le connais bien, collègue ou confrère, je ne sais pas, Olivier Frère-Jacques. Voilà. Olivier Frère-Jacques, en effet. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin du nouvel immédiat. On se retrouve la semaine prochaine, bien entendu, Jean-Yves. À la semaine prochaine. Et ne raccrochez pas, regardez le portrait piquant d'Edoui Plenel. Edoui Plenel, dont on vient de parler. En effet, alors si ce n'est pas déjà fait, chers téléspectateurs, je vous le redis, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air, laissez-nous un commentaire si le cœur vous en dit, et puis partagez cette vidéo. Portez-vous bien d'ici là. À très vite sur TVL. Journaliste emblématique des années Mitterrand, Edoui Plenel est resté pendant 10 ans le maître du journal Le Monde. Affaibli par les révélations de Pierre Péan et de Philippe Cohen, il a poursuivi sa carrière de redresseur de tort autoproclamé et de journaliste d'investigation aux méthodes contestées. Le seul diplôme d'Hervé Edoui Plenel, son vrai nom, né en 1952, est son baccalauréat, ayant refusé de se présenter aux examens d'entrée à Sciences Po Paris. Il est impossible de dissocier le parcours professionnel d'Edoui Plenel de son parcours politique. Son engagement politique à la Ligue communiste révolutionnaire et sa profession de journaliste sont intimement liés. Il commence à écrire dès 1969 sous le pseudonyme de Krasny dans Rouge, l'organe de la LCR. L'année 1980 marque un tournant. Il quitte officiellement la LCR et cesse d'être un camarade rédacteur pour devenir réellement journaliste. Il entre au Matin de Paris, puis au service éducation du Monde. Il ne quittera le journal que 25 ans plus tard. En 2003, Pierre Péan et Philippe Cohen publient La face cachée du Monde, une enquête où le Monde est accusé, je cite, d'avoir insidieusement glissé de son rôle de contre-pouvoir vers l'abus de pouvoir permanent. En 2005, après presque 10 ans comme directeur de la rédaction, il est licencié. Il rebondit en rassemblant 4 millions d'euros et en lançant en 2008 Mediapart, site d'information et d'investigation participatif sur Internet. Le soutien de Ségolène Royal et un peu d'argent de Xavier Niel contribuent au succès. Il vend ses parts en 2021 et promet à terme de procéder à sa succession à la direction. Mediapart est un vrai succès. Mais quelle est sa recette ? La réponse est donnée dans un article posthume de Pierre Péan de septembre 2019. Je cite « Il ne s'agit pas d'enquêter, mais d'attendre une fuite, celle d'un procès verbal d'audition ou d'enquête que transmet un juge, un policier, un avocat,
L'intrépide limier s'emploie ensuite à le réécrire en style journalistique. L'ascension de ce journalisme qui défraie la chronique découle ainsi d'une alliance de circonstances entre une petite fraction du monde judiciaire et une tête d'épingle du monde médiatique. Fin de citation. Autrement exprimé, Mediapart vit largement de dossiers qui lui sont transmis par des magistrats et des policiers, puis remis en forme et publiés. Terminons par une citation de 2014 du camarade Edoui. « C'est une chance pour la France d'être aujourd'hui le premier pays musulman d'Europe. En 2023, la chance s'est encore amplifiée. »